Belle statue, dis-moi, pourquoi tu es en cette place? Parce que mon maître m'y a placé. Mais pourquoi y demeures-tu sans rien faire? Mon maître ne m'y a pas installé pour faire quelque chose, mais pour que je reste immobile. Mes pauvres statues, que te sert-il d'être là? Je ne suis pas ici pour mon intérêt, mais pour satisfaire la volonté de mon sculpteur. Et cela me suffit. Face à cette statue de la place aux Bois, à Annecy, ce sont là ces questions qui seraient presque pertinentes si toutefois une statue pouvait dialoguer. Alors à l'histoire s'ajoute cette légende. Un matin, ô stupeur, la statue avait disparu. Vous imaginez les mois. Police, maire, préfet, évêque, pompiers et une foule de badauds, portables rivés en bout de bras, tous déroutés, là, à scruter le vide. Car enfin, comment déplacer en un bout de nuit une statue aussi lourde de 100 ans de présence que l'on avait mis si longtemps à installer et inaugurer? Mais à qui donc profite ce retrait? Les conspirationnistes ont encore du grain à moudre. Quand on se promène dans le vieil Annecy ou à la sortie du vieil Annecy en direction du port, on a là la présence d'une statue un peu monumentale de François de Sales. Alors en fait, cette statue de François de Sales, sur laquelle est gravée l'inscription « Gloire de la Savoie et des lettres françaises », c'est une statue qui en fait est inaugurée à l'automne 1924. Alors l'origine de cette volonté d'une statue à François de Sales dans la ville d'Annecy, elle remonte à la fin du 19e siècle. En 1863, le projet va avoir du mal à voir le jour à la fin du 19e siècle et finalement l'idée va aboutir en 1924. Et si cette statue parlait d'une amitié entre François de Sales et Jeanne de Chantal? En effet, il y a plus de 4 siècles, là, juste derrière, rue de la Providence, la galerie rappelle la toute première visitation. À 2 pas d'ici, François de Sales remit modestement à Jeanne de Chantal et aux 4 premières visitandines le livre de route de cette petite communauté Sainte-Marie. La construction de cette statue va susciter un certain nombre de réactions qui mettent en opposition en fait deux visions politiques, on pourrait dire, ou deux visions historiographiques de François de Sales, qui sont évidemment un peu concurrentes en ce début du XXe siècle. La première vision, c'est la volonté pour les catholiques d'illustrer le prélat, le saint homme, l'évêque de Genève. Et puis, les opposants souhaitent plutôt mettre en valeur l'homme de lettres. Et on se rend compte en fait que dans le comité qui vise à la souscription de cette statue, eh bien, il va y avoir une opposition pour essayer d'arriver à définir à quel type de statue on va aboutir. Et finalement, en fait, ça va être gloire des lettres françaises. Eh bien, c'est François de Sales, écrivain, qui est mis en évidence. En fait, quand on reprend les textes de l'époque, on se rend compte que c'est, pour ces partisans-là, c'est l'illustre compatriote, le glorieux savoyard, l'éminent prélat, avec aussi et surtout l'idée de l'écrivain. La laïcité. Voilà un mot intraduisible dans la plupart des langues. Au sens large du terme, il s'agit d'une perte d'emprise de la religion sur la société, mais qui implique la reconnaissance du pluralisme religieux et la neutralité de l'État vis-à-vis des églises. La laïcité, de manière simple et catégorique, c'est le fait de rentrer dans une salle pleine de monde et de ne pouvoir distinguer aucune appartenance à une religion. François de Sales serait d'accord avec ce point de vue. L'Académie Fleury-Montane est ce qu'on appelle une société savante fondée à Annecy durant l'hiver 1606-1607 par François de Sales, également par Antoine Favre, qui est président du Conseil de Genevois. C'est une institution judiciaire qui est basée à Annecy.
Au moment des réunions de l'Académie florimontane, eh bien, en fonction du règlement qui a lieu, eh bien, ces membres, qui sont des intellectuels, des hommes au XVIIe siècle, ils vont pouvoir organiser et participer à deux types d'exercices, en sachant que l'idée générale, c'est, dans cette Académie florimontane, exercer les vertus, participer à la gloire de Dieu et servir à la fois les princes, alors le prince supérieur Dieu, les princes de la maison de Savoie également, et puis avoir aussi un côté, on pourrait dire aujourd'hui presque d'utilité publique. Et donc les exercices, ou plutôt les travaux des membres de l'Académie florimontane au XVIIe siècle sont de deux types. D'une part des leçons, alors qui sont encadrées sur un sujet précis, donc ça c'est le premier type de travail qui existe au sein de l'Académie florimontane. Et puis le second type de travail, c'est ce que l'on appelle les harangues, qui sont laissés un peu plus qui laissent un peu plus libre cours aux volontés et aux avis ou aux fantaisies des orateurs qui interviennent. Alors cette Académie florimontane, elle va marquer les esprits puisque en 1851, eh bien, à Annecy, il va y avoir la volonté de faire renaître cette association florimontane. Alors on parle d'association florimontane, mais qui fait appel et qui fait écho en fait à l'association Académie florimontane créée au XVIIe siècle par François de Sales. Et l'idée de cette association florimontane de 1851 va plutôt avoir une orientation destinée à mieux faire connaître l'histoire, le patrimoine, la culture de cette Savoie du Nord, plutôt qu'une véritable connotation religieuse ou liturgique. L'affaire de la statue disparue reste une énigme. On a eu beau dire, faire appel aux experts, aux spécialistes, laisser 2 ministres faire le déplacement, celui des cultes et celle de la culture, rien à faire. La statue a été déplacée, la statue n'est plus là, le mystère est complet. Et on murmura dans le silence de la visitation qu'une sœur, douée d'une foi à déplacer les montagnes, avait entrepris une nuit d'insomnie de se saisir de la statue. Elle n'avait pas la prétention de l'installer dans sa cellule, ni de la faire trôner dans le cloître du monastère, loin d'elle toute revendication de possession. Elle voulait redonner de l'éclat à cette statue, livrée depuis 100 ans, aux pollutions de la ville et aux pigeons qui la barbouillent de salissure. Et ce travail fut un peu plus long que prévu. La scientifique, les services judiciaires antiterroristes ont eu beau remuer ciel et terre, aucune piste ne se révéla. L'enquête piétinait. Ce n'est que bien plus tard, une autre nuit, qu'à nouveau la statue rayonnante fut replacée tout aussi mystérieusement qu'elle avait été enlevée. La prière peut tout transformer, déplacer et replacer, tout bouleverser. Le silence, l'absence a du bon. Ce n'est pas une machine à effacer le temps. Statue de pierre ou de bronze, en art et parole sensibles, avivent les empreintes des hommes et des femmes qui font l'histoire et traversent le monde. Mais pour faire une statue, mon Dieu que c'est long.